Bonjour. Aujourd'hui, je vais traiter un sujet, c'est celui de la rétroconception. Je souhaite, parce que j'entends parler des droite à gauche, rétroconception, rétroconception, mais je souhaite, si vous me permettez, mettre l'église au centre du village pour éclairer par rapport à ces sujets pour tout ce qui est les gens qui ne connaissent pas, qui sont néophytes par rapport à comment on travaille vraiment sur cet aspect qui est très important pour surtout l'entraînement et l'évolution professionnelle de tout ce qui est tous les acteurs, les architectes, ingénieurs qui traitent qui abordent l'aspect conception, c'est-à-dire qui sont dans les projets dès le départ jusqu'à la réalisation. Et bon, il y a un aspect essentiel qu'il faut savoir. Les métiers d'architecte, ingénieur et tout ça, ça ne s'invente pas d'un jour à l'autre. Hein. C'est pas pour avoir des bons outils, des bons logiciels ou de l'intelligence qui vient du ciel et qu'on va pouvoir dans 2 jours pouvoir gérer un projet de construction avec toutes les étapes correctement et surtout à l'arrivée d'avoir une architecture de qualité, hein, parce que le but principal, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est la rétroconception? La rétroconception, il s'agit de reproduire la procédure inverse de la réalisation d'un projet, c'est-à-dire la déconstruction. Et pour l'exercice au quotidien et que dans mes cours, non, je guide mes élèves pour pouvoir vraiment comprendre le projet et les outils bien appliqués derrière, c'est de faire la déconstruction des ouvrages qui sont des ouvrages réalisés et des références. Et découvrir et analyser les bases géométriques ou morphologiques, parce que parfois tout n'est pas lié à la géométrie de l'espace, c'est la morphologie qui constitue, et ça c'est très très important, les leitmotifs d'un projet. Qu'est-ce que le leitmotiv? Le leitmotiv, c'est les bases. C'est-à-dire quand on commence un projet des stades, on commence un projet des logements, on part, mis à part d'une charte spécifique et d'un cahier des charges, on part des indices par rapport à comment l'organisation spatiale de l'ensemble va se faire. C'est-à-dire on ne joue jamais, jamais avec des formes pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça n'existe pas. Parce que nous, on rend service à la société avec des espaces de qualité. Si à l'arrivée, on a des belles formes, mais pas des espaces de qualité, ce n'est pas de l'architecture, c'est un autre métier. Et même en économisant du carbone, même avec tout ce que vous voulez, mais l'architecture de qualité dépasse tous ces aspects écologiques, etc. À quoi cela sert? C'est un entraînement indispensable qui nous donne les meilleurs outils dont on dispose. En ce qui me concerne, bon, en ce qui me concerne justement, c'est les logiciels Revit et tous les outils Autodesk. Pourquoi? Parce que j'ai commencé en 90, comme j'ai travaillé chez Dumez à l'époque, j'ai commencé avec la version 11 en anglais et depuis je n'ai pas arrêté et ça a été naturel pour moi d'évoluer avec les autres logiciels Autodesk qui m'ont permis aussi moi d'avancer professionnellement. Mais moi, mis à part Revit, moi je travaille aussi parfois sur AutoCAD et parfois aussi sur 3ds Max. Quelles sont les opérations qui nous permettent de modéliser et de créer des espaces adaptés? La première étape, c'est la vérification et l'analyse
des principes des bases. Ce que je viens de dire, c'est le leitmotiv du projet. Alors, la question qu'on se pose, c'est parfois on va avoir un projet qui est lié naturellement aux objets de l'architecture, c'est-à-dire que la composition, elle est faite avec un jeu de vocabulaire sémantique, des murs, des portes, des fenêtres plus ou moins complexes, courbes, pas courbes, etc. Mais toujours dans un système de construction qui reste comme un Lego pour pouvoir séparer des composants et remonter la totalité à partir de ça. Ça, c'est une procédure. Parfois, je peux avoir une composition générale ou partielle, façade, toiture, entre autres, et réaliser des opérations spécifiques ce qu'on applique aujourd'hui sur tout ce qui est l'architecture paramétrique. C'est-à-dire paramétrique, ça veut dire que il y a des contraintes et il y a des variables qu'il faut traiter d'une certaine façon pour que l'œuvre soit cohérente par rapport à l'objet de l'étude. Je peux avoir des principes volumiques, surfaciques et qu'on peut retrouver sur tous les logiciels spécifiques. Alors moi, j'ai fait un catalogue là pour dire l'essentiel des opérations qu'on a aujourd'hui pour venir à déconstruire un ouvrage réalisé. Et on va pouvoir revenir et découvrir qu'il y a à la base des volumes qui ont été traités avec des opérations booléennes, exclusion, soustraction, intersection, fusion, exclusion par chemin. Bon, c'est toutes les opérations qu'on a sur AutoCAD et sur Revit aussi également. Mais sur AutoCAD, on a tout ça d'une façon plus géométrique, c'est-à-dire qu'on ne traite pas ici ni des murs, ni des toitures, on traite des objets qui sont des volumes en 3D, mais qui n'ont pas une sémantique spécifique liée à un projet. La création création d'un volume conceptuel de base et gestion des surfaces, définition des murs, rideaux, etc. C'est-à-dire que j'écris un volume et à partir de ces volumes, je commence à traiter chaque surface comme étant un objet de l'architecture. Création des composants in situ par catégorie, c'est-à-dire que je peux créer des murs personnalisés, du mobilier personnalisé. Sur Revit, on a des choix très très variés à niveau par catégorie. La réalisation des familles, les familles, le monde des familles, c'est un monde qui appartient essentiellement au Revit, familles adaptatives, l'insertion des familles existantes, la modification des familles et l'imbrication des familles, etc., etc. Et dans ces cas-là, l'utilisation parfois des dynamos devient indispensable parce que les paramètres sont d'une complexité telle que c'est impossible de les réduire seulement à l'aspect géométrique. Moi, je traite beaucoup, parce que moi j'étais responsable de tout ce qui était géométrie de l'espace à l'école d'architecture à un moment, et donc je connais bien tout ce qui est l'expression graphique, hein, mais je peux résoudre des problèmes hyper complexes à niveau de l'organisation spatiale et de la géométrie. Mais par contre, il y a formules derrière, et pour les formules, il faut connaître quelles sont les formules, etc., etc. Tout ça sur Dynamo, Dynamo vient en aide justement là où il y a un diagramme de flux de tous les processus qui est compliqué, et donc ça aide à optimiser, améliorer et à pouvoir résoudre des problèmes complexes. La création des surfaces conceptuelles et adoption des trames et des maillages. Les maillages, vous savez que ça existe, c'est-à-dire qu'un volume, on peut les traiter comme un volume total, on peut le traiter comme surface ou comme le maillage qui constitue ces volumes. Bon,
Et on a dans la surface conceptuelle de Revit, on a la possibilité de personnaliser des murs rideaux avec des motifs qui sont créés avec des composants adaptatifs. Hein. Et c'est comme ça, parfois, je montrais sur un exemple précédemment, un exemple des fenêtres que je venais incruster sur une trame qui pouvait bouger, qui pouvait s'orienter en fonction du soleil, etc. Bon, ça c'est l'aspect création. Là, ici, on ne parle pas de création, on parle de rétroconception. Et ensuite, bon, tous les motifs adaptatifs, c'est ce que je viens de dire, et également les formes créées à partir des volumes conceptuels adaptatifs. Hein? C'est-à-dire que je vais pouvoir constituer un volume et où je vais pouvoir venir coller mes formes en fonction des points de nœuds qui vont loger des points qui sont des points adaptatifs, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'adapter en fonction de la forme et en fonction de la trame. Et je vais après présenter les cas précis pour cet exposé. Donc, dans le cas que je vais présenter de la bibliothèque Labrouste, il s'agit des rétroconceptions où j'ai utilisé surtout le 1 et les 2, c'est-à-dire tout ce qui est opération booléenne et tout ce qui est traitement par volumique, hein, volumique des bases et analyse en fonction de ces volumes. Pardon. La rétroconception du hall de l'aéroport de Pékin et Zaha Hadid, là, ce que je fais, dans le deuxième cas, je n'ai pas traité d'arriver jusqu'au rendu comme pour la bibliothèque, pour les halls, pour la salle Labrouste. Mais par contre, ce que j'ai essayé, c'est comme la conception a été faite avec une architecture paramétrique, mais surtout pas sur Revit, moi j'ai essayé de voir si je pouvais trouver la logique dans Revit et je suis arrivée à reconstituer l'ensemble avec le point 4, 5, 6, c'est-à-dire dans la réalisation des familles adaptatives à partir des gabarits, dans la création des surfaces conceptuelles et dans la création des formes à partir des volumes conceptuels adaptatifs. Je vais les voir après. Et dans le troisième exemple, c'est-à-dire la rétroconception de la cathédrale de Brasilia de l'architecte Oscar Meyer, et là, j'ai utilisé pour le poteau, les 16 poteaux qui font le tour de la cathédrale, j'ai utilisé les points 4, 5 et 6, c'est-à-dire les familles, la création des surfaces conceptuelles et les formes créées à partir des volumes conceptuels adaptatifs. Bon, la première cas, c'est la salle Labrouste, bibliothèque Richelieu à Paris. Et bon, c'est classé monument historique. Et ce qui est important à retenir et pourquoi j'ai choisi cet ouvrage, parce qu'il reprend le principe d'une structure métallique expérimentée déjà par ailleurs dans la bibliothèque Sainte-Geneviève, mais dans un registre formel totalement différent. C'est pour ça que j'ai choisi. D'ailleurs, je considère les coupoles que j'essayais je trouve très très esthétiques, belles, et donc c'est pour ça que ça m'a donné envie de jouer les jeux et de voir comment je pouvais reproduire ça. Rappelant ici les styles orient byzantin, la salle est éclairée par 9 coupoles revêtues de carreaux de faïence qui diffusent la lumière uniforme dans la salle. Les coupoles reposent sur des arcs en fer ajourés, retombant sur 16 colonnes de fonte élancées, contribuant à l'effet de légèreté extraordinaire de cet espace. Et c'est ça qui, justement, va donner envie de venir reproduire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne travaille jamais, évidemment,
pour la rétroconception, jamais de revenir sur un scan ou de revenir sur des documents déjà modélisés, parce que ça n'a aucun sens. C'est de découvrir la procédure et d'arriver à faire le nécessaire pour avoir le même résultat. Donc, je récupère les plans en PDF, JPEG, images, etc., des documents de droite à gauche sur Internet. Et à partir de là, je recompose à l'échelle. Une partie, je l'ai fait sur AutoCAD parce que c'était plus simple pour créer certains volumes, la coupole, décomposée en objets plus simples que j'ai traités avec toutes les opérations booléennes, d'émaillage, etc. Et par la suite, je suis venue sur Revit. J'ai remodélisé la totalité de la salle, le plus important, parce que mon intérêt, c'était pas d'aller dans les détails, c'était la conception globale. Et trouver surtout les résultats aussi sur les rendus. Parce qu'on peut avoir, et moi je suis désolée, mais je vois dans les exemples parfois qu'on présente sur Internet, on explique la procédure et on voit les objets, etc. Mais non, il faut arriver à un éclairage, il faut arriver à des matériaux. Sinon, c'est toute la procédure jusqu'à la réalisation. Hein? Donc, la rétroconception, c'est aussi reproduire jusqu'à le plan de détail, je dirais, de l'ouvrage est rendu pour voir comment. Voilà, là vous voyez les coupoles déjà installées sur la salle et la modélisation de la salle. Voilà, c'est des détails, des plans. J'ai fait plein de perspectives parce que quand je fais ça, j'insère du mobilier, c'est pour avoir l'essentiel qui va me donner l'aspect de la salle. Et j'ai traité également en famille c'est pas que je crée, sinon que des points d'éclairage pour donner, parce que moi ça ne m'intéresse pas, les fabricants, parce que les fabricants ici n'a aucun sens. Moi ce que je souhaite, c'est de pouvoir reproduire virtuellement les effets de l'éclairage. Et pour ça, Tartampion ne fait pas l'affaire. C'est moi-même qui dois gérer les options omnidirectionnelles. D'ailleurs, j'ai une vidéo consacrée justement à la famille pour les éclairages spécifiques pour les effets. Voilà, bon, ça c'est des vues, d'autres vues. Et ça, c'est le rendu final. Et je pense que je suis pas très loin de ce que je souhaitais d'avoir l'ambiance qui se ressemble à quand on est dans cette salle magnifique. Voilà, c'est le premier exemple. Et le deuxième, c'est la rétroconception de l'architecture paramétrique du hall central de l'aéroport international de Pékin. Ça, je l'ai traité déjà dans la vidéo sur l'architecture augmentée, mais là, je vais dire quels ont été les principes de base pour moi pour travailler sur la rétroconception de ces projets. Bon, c'est les réflexions de l'architecte Tim Fu qui était collaborateur de Sarah Hadid et qui maintenant a sa propre structure. J'aime bien ce qu'il dit. Je me concentre sur mon concept. Le fait de trouver 3000 versions n'est pas au départ d'une grande utilité. Et ça, je trouve ça magnifique parce que pour ceux qui croient que quand on va faire recherche sur ChatGPT et le dire que je voudrais un style, etc., et qu'on propose, ça c'est des charlatanismes, hein, c'est pas de l'architecture. Je suis désolée d'être brutale. Comme d'ailleurs les gens qui croient qu'à partir des optimisations, de faire bouger des volumes, des espaces, etc., l'optimisation, elle est très importante, mais fait partie, c'est un aspect. L'optimisation vient pour aider, ne peut pas substituer les projets. Je crois que tous les gens qui sont à la base de la création
vont comprendre ce que je viens de dire. Et mis à part ça, l'architecture a un lien toujours avec le site d'implantation, avec les passés culturels. Donc, la rétroconception, justement, ça me permet d'aller trouver la méthode pendant une période spécifique de l'architecture avec un critère de construction. Et ça, c'est aussi un apprentissage pour moi. Vous voyez, moi, pour la rétroconception, et ce que je fais, comme j'avais des plans, j'ai mis les plans à l'échelle, j'ai fait en ligne de détail, j'ai fait toute la base géométrique, plan, mais après, j'ai créé un volume avec un rayon qui me permettait d'avoir la courbe presque à l'identique. Je dis presque parce que comme je n'avais pas des documents techniques spécifiques, je ne suis pas sûre, mais d'avoir la courbure, c'est-à-dire entre le point plus bas et les points plus hauts, d'avoir un angle et une courbe qui s'approche à la courbe de ces halls. Et voilà, bon, vous voyez que là, je suis restée très modeste à niveau de l'approche, parce que c'est évidemment le hall, j'aurais pu arriver à aux images qu'on a actuellement pour voir le rendu. Mais essentiellement, la question que je me posais, c'était de pouvoir avoir une architecture paramétrique qui était traitée sur d'autres logiciels, voire si moi sur Revit avec les outils qu'on a et les composants adaptatifs des familles et autres. Et j'ai réussi mon pari, donc je suis vraiment fière de pouvoir le faire et de présenter aussi à mes élèves pour qu'ils puissent profiter de ces analyses. Hein. Vous voyez là, bon, il y a une coupe en axonométrie, vous voyez que c'est très schématique. Hein, je n'ai pas essayé, j'ai juste traité le vitrail et les éléments, les squelettes. Hein. Je n'ai pas traité aller au-delà d'un matériau spécifique. Et j'ai aussi traité, et je l'ai présenté sur une autre vidéo, en rétroconception des passerelles piétonnes. Pourquoi j'ai choisi ça pour la rétroconception? C'est parce que qui dit passerelle, c'est un lien. Et ce qui est intéressant des passerelles piétonnes, c'est que vous avez deux bâtiments qui peuvent avoir une histoire différente, une morphologie différente, et ça constitue les liens. Et les liens doivent être neutres pour qu'il n'y ait pas une concurrence. Hein? Et donc, ce que j'ai fait, c'est de reproduire d'une part la passerelle Skid Bridge à San Francisco. Tout ce que vous voyez là, il y a deux images seulement qui sont des images de l'existant, mais le reste, c'est la rétroconception que j'ai effectuée sur Revit, même les rendus. Voilà, ça c'est un autre exemple des passerelles, Connecting Footbridge à Prague, et ce que j'ai trouvé aussi intéressante pour pouvoir, surtout parce qu'il y a deux bâtiments classés qui sont en face, et je trouve que la morphologie, elle est agréable, et elle est utile, et en même temps, elle remplit cette fonctionnalité de relier deux bâtiments classés. La cathédrale de Brasilia, architecte Oscar Niemeyer, vous voyez que bon, là c'est une référence. L'architecture de Brasilia reflète à la fois la richesse et l'importance de la culture en tant que ville planifiée. Niemeyer, c'est une référence mondiale de l'architecture. Et l'Église, en tant qu'institution, j'ai eu un appel, excusez-moi. Et l'Église, en tant qu'institution,
est très importante dans la société. C'est pourquoi la conceptualisation, la conception matérialisée a une signification, une personnalité unique. Alors, il a fait, la base, c'est un diamètre de 70 mètres et la seule structure visible de la cathédrale est constituée de 16 colonnes en béton d'une forme très particulière. Et ça, c'est vraiment, moi, je suis pas la première à faire la rétroconception, mais par contre, je suis la première à avoir arrivé à faire les rendus derrière. Parce que dans la plupart des cas que vous voyez sur Internet, cet exemple est montré juste en décomposition des volumes. Donc, qu'est-ce que je fais pour traiter, vous voyez là, c'est l'image de la nuit. Et donc, ça, c'est l'espace intérieur. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous voyez là, c'est la modélisation sur Revit. Et tous les 16 poteaux qui font le tour ont été réalisés à partir des volumes conceptuels adaptatifs. Et les vitrages à l'intérieur, tout ça, avec une trame, avec des motifs spécifiques. Donc, il reste, bon, modélisation classique sur des murs, des sols, etc., sur Revit. Vous voyez là, vous pouvez voir, et chaque poteau, c'est à l'origine, c'est une ligne de référence qui a été traitée avec des points, des nœuds, et à chaque fois, j'ai rajouté dans le nœud à partir des triangles paramétriques pour pouvoir les grossir ou les rendre plus petits. Et voilà, là, c'est la procédure. Vous voyez là, c'est justement, c'est un spline dans l'espace avec des proportions qui sont déjà données dans le plan qu'on peut récupérer sur Internet, des bases. Et avec ces dimensions, avec des lignes de référence, créer cet spline avec la courbe. Et puis de venir après, par la suite, vous voyez, je traite ça en 3D aussi, avec une base, c'est des cercles. Et puis, voilà, et là, c'est la ligne de référence avec volume conceptuel adaptatif. Il y a deux. Il y a un pour les volumes global et il y a un autre pour les triangles qui vont venir gérer la forme de chaque poteau. Là, c'est les cercles. Et vous voyez, là, il y a un polygone des trois côtés, un triangle, et qui est inscrit dans un cercle. Et ce que je fais, c'est justement de pouvoir rendre paramétriques les rayons de ces cercles. Pour quoi faire? Pour pouvoir faire plus grand ou plus petit les triangles, de façon d'obtenir les résultats finaux que vous voyez dans la construction de la cathédrale. Vous voyez là, sont tous de la même proportion, mais après, j'ai géré via des paramètres exactement à chaque position la taille les dimensions de chaque triangle pour obtenir l'effet derrière. Et là, vous voyez, bon, je n'ai pas, et il y a aussi le travail fait par rapport à un volume conceptuel où j'ai traité le maillage, et ces maillages, il a été après retraité avec des ménons, des surfaces vitrées, etc. Voilà, bon, là c'est le schéma, c'est-à-dire la maquette, hein, c'est une maquette simple virtuelle. Là, vous voyez, c'est une coupe en axonométrie. Vous voyez que j'ai modélisé l'espace intérieur aussi, de façon schématique, hein, toujours. Hein. Je n'ai pas arrivé à les sculptures et tout ça, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas l'architecture, hein, ça c'est des objets rajoutés. Donc,
Et même bon, tous les traitements des couleurs et tout ça, c'était trop compliqué et c'était pas le cas pour moi. L'essentiel était de voir tous les systèmes de construction de cette merveille des cathédrales des meilleurs, des néo-meilleurs, pardon, au Brésil. Là, si vous voyez, c'est la base sur Revit. Et là, c'est la vue intérieure où vous pouvez voir hein, tout l'espace intérieur avec les mobiliers et la toiture. Voilà. Donc, et vous voyez que pourquoi je présente toujours, avant j'avais présenté aussi, j'ai des exemples des stades, des footballs, j'ai d'autres exemples. J'ai présenté ces trois-là aujourd'hui parce que je crois qu'ils sont justement par rapport à la différence des procédures. Ce qui m'intéressait aujourd'hui de vous montrer et surtout pour vous dire que ça, ce n'est pas ce n'est pas un traitement qu'on peut avoir fait d'une façon simple, c'est-à-dire qu'il faut avoir la connaissance du métier, il faut avoir la connaissance de la procédure d'un projet et il faut savoir comment, dès l'ouvrage, déconstruire, venir en arrière. Pour faire ça, c'est pas en copiant le plan, le volume ou avec les nuages des points. Hein. Ça, c'est une aide, les nuages des points. Quand on travaille dans la réhabilitation, comme moi j'ai travaillé énormément en réhabilitation, bien évidemment, les nuages des points, on ne va pas se reconstituer l'ouvrage. Là, on a besoin de récupérer le nuage des points et c'est plus. Mais pour comprendre la logique d'un projet en rétroconception, il faut aller à trouver, je viens toujours, le leitmotiv qui a été à la base pour la réalisation. Reproduire la procédure avec les outils plus adaptés. Et dans mon cas, comme j'ai exprimé au départ, tout au début de mon exposé, c'est les logiciels, c'est tous les logiciels Autodesk. C'est pourquoi? Parce que Autodesk, ça a été plus simple pour moi et j'ai considéré à chaque fois qu'il y avait une évolution naturelle dans mon métier et dans ce que je pouvais faire. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je travaille avec Revit, AutoCAD, 3ds Max, Navisworks, c'est tous ces logiciels Autodesk. J'aurais pu, si c'était d'autres logiciels qui me permettaient de faire la même chose, j'aurais changé de logiciel. Pour l'instant, c'est pas le cas et je remercie Autodesk parce que ça m'a donné la possibilité justement de pouvoir comprendre à chaque fois les systèmes spécifiques d'un logiciel. Bon, actuellement, c'est pour les BIM, évidemment, c'est Revit. Hein? Et AutoCAD, c'est pour les formes géométriques simples. 3ds Max, quand il s'agit des volumes morphologiques très complexes, ça reste quand même beaucoup plus souple à travailler et à comprendre que Revit. Mais en revanche, Revit, il est incontournable pour nous. Pourquoi? Parce que c'est l'approche, c'est pas le traitement des formes pour les formes, c'est la construction derrière. Et donc, ce qui me permet de faire Revit, c'est de me contrôler et savoir que toutes les formes que je vais proposer à niveau des familles paramétriques, etc., de tous les outils, vont devenir des vrais murs, des vraies portes, des fenêtres et un édifice. Hein? Si je fais des formes, mais après je ne peux pas les construire, et je reviens toujours pour dire que ce n'est pas de l'architecture. Bien évidemment, aujourd'hui, on a tous les systèmes de l'apport de l'intelligence artificielle appliquée et qui aide dans cette histoire de rétroconception parce que je peux venir à traiter, comprendre avec des flux complexes dans la réalisation, par exemple, des familles paramétriques, entre autres,
Et je peux vraiment traiter ça avec des diagrammes qui vont me donner une précision avec des formules et des liens qu'on établit sur Dynamo. Et par rapport au rendu, exactement la même chose. Je peux avoir aujourd'hui des outils comme Enscape ou Twinmotion qui vont me permettre d'optimiser les rendus et avoir des vues qui sont d'un réalisme beaucoup plus de meilleure qualité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. N'hésitez pas à me consulter si vous voulez. J'ai mon site internet bingconseil.com et je suis toujours à l'écoute. Si même si c'est et ça me plaît énormément de me confronter avec des pairs, des gens qui sont aussi qui travaillent avec la méthode de rétroconception et qui viennent avec des cas pour expliquer comment ils procèdent pour pouvoir déconstruire un bâtiment existant. Merci beaucoup.